Il y a des otages français. Il y en a au moins 6. Certains peuvent penser que dans cette visite, par exemple, il sera question des négociations. Et est-ce que le Sénégal ne serait pas peut-être utilisé, directement ou indirectement, on ne saurait le dire. En tout cas, c'est des questions qui surgissent. Hein. Celui qui est devenu tristement le spécialiste des otages, c'est Blaise Compaoré. Et son conseiller d'origine mauritanienne incriminé pour financement du terrorisme, qui avait séjourné récemment au Sénégal, un certain Mauritanien qu'on connaît très bien. C'est justement ce rôle central du Burkina Faso de négociation pour les otages. Mais vous savez que dans cette zone du Mali, la question des otages est cruciale. La France ne veut pas non plus s'engager tout de suite dans un conflit sans régler au préalable cette question-là des otages. Le Burkina Faso joue son rôle, mais aussi il ne faut pas occulter le fait que certains groupes islamistes, quand même, parfois sont appelés à négocier, on leur demande leur avis, ou en tout cas on les utilise. Mais je ne pense pas que le Sénégal ait vraiment un grand mot à dire sur cette question-là. Je pense plutôt à la Mauritanie, dans une bonne mesure, mais surtout au Burkina Faso de Blaise Compaoré. Et sur son engagement, Soro, par rapport aux soldats à proposer à la force de la CEDEAO, qui est imminente selon les propos de Blaise Compaoré, qui prépare justement une réaction très efficace dans les prochains mois. Les soldats de la CEDEAO. Entre les lignes, si on comprend bien, il dit que les choses ont pris du temps, mais incessamment, ce sera la grande offensive. Vous savez, ce sera la grande offensive, mais je pense que plus ou moins, Bakary l'a soulevé tout à l'heure, le problème au Mali est excessivement complexe. C'est-à-dire que c'est les pays frontaliers au Mali qui ne jouent pas totalement le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une défaillance d'abord au Mali au plan interne, au niveau de la classe politique malienne, qui a particulièrement géré ce problème de manière vraiment désinvolte. Moi, j'ai été au Mali 1 an pratiquement avant le déclenchement des hostilités. Mais si vous discutez avec les journalistes maliens, quelques intellectuels maliens, les gens avaient déjà prévu la partition du pays au nord. Ils étaient déjà au courant. Alors que c'était l'inertie au niveau des autorités politiques maliennes. Vous avez le Niger a complètement refusé l'accès des rebelles venant de la... Tout le monde savait que quand la guerre en Libye avait éclaté, tout le monde savait que tout l'arsenal, le dispositif sécuritaire de Kadhafi s'était constitué uniquement de Noirs recrutés dans ces pays africains et que quand cette guerre a éclaté, tout le monde savait qu'ils allaient replier plus ou moins quelque part. Le meilleur espace qui s'offrait à eux, c'était l'espace malien. Mais les Nigériens ont complètement refusé. Est-ce que la Mauritanie joue vraiment le jeu? C'est ça le problème. Est-ce que l'Algérie joue vraiment le jeu? Et l'Algérie, c'est une puissance quand même en Afrique. C'est une puissance économique, c'est une puissance militaire en Afrique. Donc il y a tous ces enjeux-là. Il faut que d'abord que les pays africains aient la franchise, la vérité de régler ces problèmes-là auparavant. Et l'Algérie, justement, ne veut pas que cette zone-là se transforme en Afghanistan, en forme d'Afghanistan, et que l'Algérie devienne le Pakistan de service de ces puissances qui vont se liguer pour lutter contre le phénomène terroriste. Il y a tous ces enjeux-là à prendre en compte. Mais je crois que, mon collègue l'a dit tout à l'heure, il y avait une gestion désinvolte de cette question Touareg, de cette question du nord du Mali, avec ATT qui, rappelons-le, c'est lui-même qui, en 2009, a nommé Iyad Ali, le chef de Al-Sardine, qu'il a nommé vice-consul du Mali en Arabie Saoudite, où il a été influencé par les idéologies salafistes, wahhabistes, djihadistes, qui, hélas, ne sont pas seulement au Mali, mais sont dans tous nos pays. Dans tous nos pays. Alors, on va aborder la dernière question. Vous savez que nous sommes à la veille du 14e sommet de la francophonie. Alors, pendant qu'on parle d'enlever le biberon au bébé, dans ce concept France-Afrique, on s'accroche encore à ce sommet de la francophonie. C'est un paradoxe ou c'est une nouvelle vision, comme disait Hollande tout à l'heure, une nouvelle forme de partenariat et de coopération. Oui, moi je ne vois pas en fait
quelque chose de méchant ou de négatif dans la francophonie à partir du moment où c'est des pays liés culturellement par la langue française notamment. Mais ce que peut-être je désespère dans cette francophonie, c'est que la francophonie soit également une francophonie à deux vitesses, parce qu'elle est juste soutenue par la France et le Canada, qui sont les deux grandes puissances de cette francophonie-là. Moi, j'aurais bien voulu une francophonie. On n'en parle plus malheureusement aujourd'hui, alors que c'est un enjeu fondamental dans notre présent et dans notre avenir. Les transferts de technologie entre les pays francophones, les gens n'en parlent pas. C'est-à-dire, c'est comme si la francophonie ne vivait que de la culture, que de la langue française. Mais une langue, elle véhicule une civilisation, elle véhicule une technique, elle véhicule une technologie. Il faut aussi que, par le biais de la francophonie, que nos pays africains puissent accéder aussi à des commodités. Alors, est-ce qu'il serait possible, Soro, de soupçonner quelque chose qui se préparerait, puisqu'il ne faut pas oublier que le Premier ministre canadien est sur nos terres également, au même jour que le président de la République française, et qu'ils vont aller également au sommet de la francophonie. Mais, quelle est la signification? Je vous dis que derrière ça, il faut que nos élites politiques le comprennent maintenant. Derrière ça, il y a l'enjeu que l'Afrique, c'est la perspective du futur. Que ces pays sont en train de se positionner par rapport à l'Afrique, parce que pratiquement, c'est le seul continent où les richesses du sous-sol sont restées presque à l'état de nature. Et ce n'est pas innocent, la tenue du sommet à Kinshasa. Il ne faut pas le Congo, la RDC, tout le monde sait que c'est un scandale écologique. C'est un pays où aujourd'hui des enjeux immenses concernent ce pays. Les guerres que vous voyez là, sur les fronts, etc., ça se passe où? Ça se passe dans les zones les plus riches de la RDC. Moi, j'ai été, ça fait une semaine à Kinshasa dans le cadre de la préparation du sommet des médias francophones. J'étais dans la capitale, rien ne se passe dans la capitale. C'est une capitale normale comme tout le monde, paisible. Mais quand tu entends à la radio, tu as l'impression que ce pays est en feu et en ça. Ce qui est en feu et en ça, c'est les pays, c'est les régions à enjeu essentiellement économique. Et très, très riche en ressources. Alors, docteur, c'est une coïncidence qui est un peu frappante. Stephen Harper, le Premier ministre canadien, qui détermine la politique du Canada, on comprend le fonctionnement du Canada, et François Hollande aujourd'hui, et qui vont prendre l'avion pour aller se retrouver à Kinshasa, certainement, dans les prochaines heures. Vous avez omis de dire que Hillary Clinton les avait élus, elle, devancée dans l'enceinte de l'Université de Dakar, pour prononcer un discours de Dakar, elle aussi. C'est-à-dire que l'Afrique est la terre des enjeux du futur. Mais j'ai bien peur que l'Afrique aussi soit le terrain d'affrontement, un nouveau terrain d'affrontement des puissances en quête de ressources minières, en quête d'influence, dans un monde où les niches de croissance sont de plus en plus rares. Dans leur pays, tout est déjà fait, tout est déjà bouclé. Dans nos pays, tout reste à faire et tout y est pour le faire. C'est triste pour l'Afrique. En tout cas, merci Dr Bakary Samb, merci à Soro Diop de nous avoir accompagnés dans cette émission spéciale consacrée justement à la visite du président François Hollande chez nous. Merci à Daniel Diouf avec son relais auprès des internautes, la rédaction également.